On repart les amis, on repart avec Vincent Maillet. Salut Vincent, le Bonjour, directeur Stéphane. général d'Avas Commerce. Je le disais en sommaire, Vincent, le chiffre qui m'a scotché. 95% des professionnels du commerce en Chine considèrent que métaverse et crypto sont des sujets structurants pour leur activité. 95%. Ouais. Il faut que tu élabores un peu plus que ouais. Dans ta Non, mais réponse, après, parce que- donc- et alors, non, j'ajoute, 40% des Français jugent que c'est un effet de mode. Ouais. Qui a raison? Bah, les deux. Non, la Chine, c'est impressionnant. C'est quand même l'endroit où se développent des marketplaces qui sont absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez pas éviter le e-commerce en Chine, y compris dans l'alimentaire. Vous pouvez pas l'éviter. Ça, vous êtes obligé. Vous regardez d'ailleurs les marques de luxe qui freinent à aller sur les marketplaces en Europe et en Occident globalement, ne peuvent pas ne pas aller sur les marketplaces en Chine. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est un pays où quasiment pas la totalité, mais une énorme proportion de la population est passée directement au mobile, avec une avidité totale pour tout ce qui se passe à l'intérieur de ces marketplaces. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de frénésie de la consommation. C'est-à-dire que la Chine, c'est un pays en voie de développement et puis un pays mature par certains aspects. Oui, oui. Et c'est un pays en voie de développement, c'est-à-dire que les gens découvrent finalement la consommation. Encore aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui. Et puis, il y a une relation à la technologie qui est sans frein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas RGPD. Ils considèrent que donner leurs données, ou en tout cas Bah partager non, de toute leurs façon, le data, Parti c'est pas communiste bon. a tout déjà, donc Oui, ça sert donc à rien en de fait, mettre le il RGPD. n'y a aucun frein. Oui. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, pour moi, la distribution se réinvente en Chine, hein, pas en Occident. Ah ben, c'est ce qu'on Ni voit là. Ni aux États-Unis, ni voilà, c'est pas l'Europe ou voilà, le retail aujourd'hui, ça monte en Chine. Et donc, qu'est-ce que tu dis quoi aux retailers français? Tu dis, les gars, bougez-vous? Ou alors, Ah bah ouais, il y a un moment que je dis qu'il faut se bouger. C'est un peu, bah oui. mais oui, ça- mais enfin, ce truc de c'est un peu ma métaverse, là, raison enfin, d'être. qu'on voit, enfin, on va pas faire le sujet sur le métaverse, mais on voit la Facebook faire des pubs en ce moment, je trouve un peu pathétique, sur un chirurgien va Ouais. répéter ses Ouais. gestes, Ouais. comme s'il avait besoin du métaverse pour faire ça, enfin, Ouais. tout ce qu'on voit en démo, même Carrefour, on a vu une démo de Carrefour, mais ils auraient mieux fait de la cacher, cette démo, c'est de la 2D Atari des Non, mais années je- 80, en fait, donc je suis très... Je vais vous donner un exemple chiffré en fait, parce qu'il y a Vas-y, là vas-y. au mois de pour préparer justement, parce qu'on a un partenariat avec la Paris Retail Week, donc pour préparer l'étude qu'on a menée, cette étude mondiale, on a appelé nos correspondants, notamment en Chine. Donc le directeur des stratégies en Chine que j'ai eu assez longuement au téléphone, en disant bon, est-ce que tu peux nous citer 2-3 exemples? On lui a demandé d'ailleurs de shooter, de faire une vidéo. Il m'expliquait par exemple qu'il y a un mannequin 3D qui est totalement dans la réalité virtuelle. Elle n'existe pas, cette mannequin, d'accord? Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de followers. C'est-à-dire le quotidien de ce mannequin 3D dédié aux marques de luxe, à l'univers de premium, etc., qui n'existe pas. Qui se balade comme une influenceuse, qui fait des rencontres, Qui est une etc. influenceuse totalement virtuelle. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de Chinois. Mais quand on dit suivi, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y a 3 millions de Chinois qui vont sur son compte, qui suivent ce qu'elle dit, ce qu'elle poste, ce qu'elle raconte, etc., etc. Donc en fait, ils sont totalement... Et après, le sujet des métaverses, en fait. Le sujet des métaverses, c'est sûr que là, du jour au lendemain, en France, on arrive dans les métaverses, on se dit, bon, ok, à quoi ça sert, machin. En Chine, quand vous avez un taux de pénétration d'usage des marketplaces comme Alibaba, comme Tmall, Pavillon Luxury, comme Taobao, qui sont des... Je veux dire, faut savoir que Taobao, c'est 1 milliard de clients, 1 milliard de Chinois qui suivent Taobao. On a dépassé... Enfin, je veux dire, c'est juste monstrueux. Ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Taobao, c'est l'équivalent du Bon Coin, hein, quelque part. C'est à la fois B2B et C2C. C'est-à-dire, vous avez le Chinois qui décide de vendre des choses, voilà, un peu par lui-même, et puis les petites entreprises, les TPE qui aussi vendent. Donc Taobao, c'est un espèce de rouleau à compresseur qui est absolument incroyable. Mais le développement des marketplaces demain va passer par les métaverses. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur d'un environnement qui est aujourd'hui un environnement 2D, hein, qui sont, voilà, vous regardez sur votre ordinateur, une page un peu chiante, en blanc, etc. Bon, les Chinois, eux, ils ont tendance à enrichir tout ça. Il suffit d'aller regarder un peu comment ils font. Et le prolongement de ça demain, c'est de faire entrer les clients dans des univers totalement 3D, une espèce de reproduction du monde en 3D, et dans lesquels ils vont évoluer avec un avatar, machin, etc. Et les Chinois adorent ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand AliExpress est arrivé en France, moi j'allais toutes les semaines sur l'appli et je regardais comment ça se passait. Je me disais, waouh, ça pique les yeux, il y en a partout, il y a des fonctionnalités dans tous les sens. On comprenait rien. On comprenait rien, il y avait des jetons. T'avais des spams dans tous les sens. C'était t'as d'une l'impression d'être à Las sophistication, Vegas. mais même d'une complication absolument incroyable. Je me dis, bah, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et on le voit d'ailleurs. AliExpress, dans le trajet qu'a fait AliExpress pour l'Europe,
aujourd'hui, ils sont revenus à un modèle plutôt Amazon, c'est-à-dire des fonds blancs, on laisse l'œil un peu naviguer tranquille, on ne l'agresse pas, il n'y a pas des pop-up qui sortent dans tous les sens, etc. Et en fait, c'est la Chine. En fait, ils adorent ce qui est sophistiqué. Quand je suis allé à Shanghai il y a 2-3 ans, et je suis allé rencontrer les gens d'Alibaba, et j'ai rencontré des gens de Carrefour. Et le patron de Carrefour me racontait que du jour au lendemain, il y a deux gros monstres qui se battent, c'est Alipay et WeChat, en fait, qui sont les applis de paiement. Deux grosses applis, même Super App, elles sont plus que du paiement. Super App. Alipay venant du paiement et agrégeant des fonctionnalités sociales, WeChat venant du social et agrégeant des solutions de paiement. Et en fait, il m'expliquait que WeChat avait développé, pour le Nouvel An chinois, je crois que c'est ça, vous savez, les petites enveloppes rouges qui sont données sous forme d'étrennes à votre concierge, vos amis, vos cousins, vos proches, etc., etc. Et en fait, ils avaient développé cette appli, une petite appli à l'intérieur de WeChat, cette petite enveloppe rouge qui, avec un algorithme, permettait de distribuer de l'argent en fonction de l'intensité de la relation que vous aviez avec chacun. Cette appli, elle est sortie, elle a fait 300 000 utilisateurs quasiment 15 jours. Donc en fait, oui, mais c'est la Chine, quoi. 300 000, je suis pas impressionné. Non, mais oui, mais tu viens de me parler de 3 millions pour un mannequin, d'1 milliard pour Taobao. Ce que je veux dire, c'est qu'une fonctionnalité qui est, alors c'est sûr, qui est une fonctionnalité sur une enveloppe ancestrale, machin, etc. Ok, mais vous savez, 300 000, ça n'existe pas en Europe. 300 000 comme ça, une nouvelle fonctionnalité qui fait 300 000, ça n'existe pas. Donc en fait, on est dans une autre dimension qui est très très loin de l'Europe et de l'Occident. Ouais, c'est passionnant. Alors l'Europe et l'Occident, elle vit au rythme de l'inflation, prix, promotion, avantage client. Oui, la Chine aussi. La Chine aussi. Oui, mais là c'est retour vers le futur, en fait. C'est. Ouais, mais bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est violent. Non, mais on revient. C'est le bon vieux commerce de papa qui retrouve l'ensemble de sa force. Bien sûr. Promo. Bien sûr, les marques propres sont en train de revenir très fort. Bien sûr, on fait des économies un peu là où on peut, et puis on trouve des solutions. Ça va être promo, ça va être des activations, ça va être des donc opérations activation, spéciales. c'est des opérations à l'intérieur des magasins pour proposer des choses. Voilà, il se passe des choses, quoi. Des choses qui soient intéressantes pour le pouvoir d'achat. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les distributeurs ont pris la mesure du phénomène. C'est-à-dire que, ça je le vois, y compris en France, et globalement en Europe, en Chine, partout, on voit que tous les distributeurs ont compris qu'il fallait trouver des solutions pour leurs clients, et ils en cherchent tous. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions, et donc faire en sorte que le pouvoir d'achat soit le moins abîmé possible. Et ça, on en avait déjà parlé ensemble au moment du Covid, mais c'est une forme de revanche de la grande distribution aussi. Je voyais là, ça m'avait échappé, mais polémique autour du relèvement du seuil du ticket restaurant. Tu te dis, mais c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ça va partir à la grande distribution, en fait, disent les restaurateurs. C'est vrai, c'est pas faux. Pas faux, il y a beaucoup de gens qui utilisent les tickets resto aujourd'hui pour se nourrir, hein, c'est sûr. Oui, mais plus, en fait, le panier est élevé, plus il profite à la grande distribution. Tu pourrais penser que c'est un petit peu le contraire, quand même, l'idée, mais en fait, non. Oui, mais non. Mais en fait, non. Non. Et donc, revanche de la grande distribution sur... Revanche, alors je ne sais pas si c'est revanche, parce que j'aime pas le mot revanche, hein, pardon de dire ça, mais je ne crois pas que ce soit le revanche. Je pense qu'ils cherchent des solutions, et comme toujours... Mais parce qu'elle est toujours accusée de tous les mots, la grande distribution. Ouais, c'est pour ça que je dis revanche, moi, à la fois, il ne faut pas perdre de vue que pendant le confinement, on était très inquiets de ne plus avoir le papier toilette. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Ils ont assuré... Mais dès que tu as un problème, tu flingues la grande distribution, donc en France aujourd'hui. Oui, mais ça, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont un pouvoir qui est certes important. Je pense qu'ils sont très conscients et très matures dans leur attitude. Et je pense qu'étant en prise directe avec les consos, ils essaient de trouver des solutions très en amont, y compris des solutions qui sont des solutions de rassurer les gens et éviter que le stress prenne le pas sur une vision positive et rassurante des choses. Donc je pense qu'ils font leur boulot. Après, ils sont dans une situation qui n'est pas si compliquée aujourd'hui, hein, puisque il y a une inflation naturelle, parce que les industriels répercutent des hausses de prix. Et alors, ils ont raison de faire le bras de fer avec les industriels. S'ils veulent préserver le consommateur, ils sont un peu obligés de voir si effectivement toutes les hausses qui sont demandées sont des hausses avérées, justifiées ou pas. Ouais. Donc c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans les solutions, moi ça m'a marqué, c'est on voit un retour des marques de distribution. C'est-à-dire ils pensent changer leur gamme de produits, faire évoluer leur gamme de produits pour répondre en fait aux besoins des clients. Quel était le terme que j'ai vu dans ton étude, une discount
Discountisation. Oui, discountisation du. Discountisation. Désolé, Voilà, désolé. Ah mais non, mais apprenez Désolé. les mots nouveaux sur Bismart, ça me va bien. Mais non, Discountisation. bien sûr, parce que les modèles aujourd'hui, en gros, ce qui est intéressant, c'est que nous, on leur a posé dans la question dans cette étude de se projeter en disant quels sont les modèles de distribution qui sont les plus pertinents aujourd'hui dans la période. Et en fait, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les Alibaba, Amazon, etc. Et puis les discount natives, c'est-à-dire des gens comme Walmart, des gens comme Lidl, qui s'engagent sur le prix et se sont toujours battus sur le prix. Et on le voit d'ailleurs, Walmart qui a fait un profit warning au mois de juin aux États-Unis en disant avec l'inflation on va perdre, on ne pourra pas tenir le résultat, etc. On levait le profit warning pendant l'été. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont pauvres, en tout cas qui ont un pouvoir d'achat limité, ont continué à venir chez Walmart. Les riches, donc les gens à plus de $100 000 de salaire annuel, en fait, commencent à venir chez Walmart. Donc en fait, ils sont en train, de gagner. Mais c'est notre schizophrénie générale, c'est destructeur de valeur. Enfin, on l'a vu, on espérait en sortir avec les fameuses lois sur la grande distribution, l'interdiction des promotions, blablabla, j'ai déjà oublié le nom, Egalim 1, Egalim 2, il n'y aura pas d'Egalim 3. L'Egalim 3, c'est le retour de la promo en force. Oui, voilà. En tout cas des prix bas. Bon, Egalim, je ne sais pas si ça... Attends, parce que le temps tourne très vite, Quick Commerce. On est en train, là, dès que j'ouvre un journal, on m'annonce la mort du quick commerce. Oui. L'ensemble de ceux qui promettent de distribuer en 10 minutes. C'est une très bonne question, merci de me la poser. Je t'en prie. En fait, le quick commerce, c'est un pur sophisme. C'est-à-dire que la démonstration est juste, mais le postulat est faux. C'est-à-dire que nos acteurs du quick commerce ont créé des dark shops dans les centres-villes, dans les grandes villes, en se disant c'est là qu'on va conquérir du client. Et en gros, moi j'ai un camarade qui s'appelle Xavier Guyon, France Pub en fait, qui est une filiale du groupe Havas, qui fait les études de zone de chalandise en fait en France. Et en fait, il va vous faire la démonstration assez simplement que les consommateurs de e-commerce, ceux qui se font livrer, ne sont pas dans les centres-villes. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui consomment le e-commerce, le canal e-commerce, sont plutôt en périphérie, et c'est des familles avec enfants, c'est-à-dire c'est des gens où le monsieur travaille, madame travaille, voilà, qui ont vraiment pas le temps. Ils n'ont pas le temps, voilà. Et en fait, ils utilisent le canal e-commerce vraiment comme une solution pour se faciliter la vie. Les gens qui vivent en centre-ville, et on l'a vu au moment du confinement d'ailleurs quand vous m'aviez reçu, 65% des franciliens expliquaient que la fermeture des magasins cassait finalement le mode de vie parisien. Le mode de vie parisien, pour 65% des Parisiens, est quand même largement relié, corrélé au fait de descendre en ville, de voir des magasins, de marcher. Donc en fait, il te reste juste une toute petite niche pour un tube de maillot que tu as oublié. Donc vous avez quelques actifs qui commandent de temps en temps, effectivement, mais le gros des Parisiens, finalement, adore descendre et préfère descendre dans la rue, aller faire ses courses que se faire livrer. Je t'aime beaucoup, Vincent, mais j'ai du mal à croire, je vais te le dire très franchement, j'ai du mal à croire qu'on ait levé des centaines de millions sur une erreur aussi grossière. Mais c'est possible. Ce que je peux vous dire, c'est que easy money makes stupid decisions. Alors, je veux pas dire que c'est statistiquement prouvé, parce que c'est pas le cas. Mais nous, par exemple, donc avec Xavier Guyon, on avait créé un indice qui s'appelle l'indice de pénétration du commerce local pour justement valider ce point, c'est-à-dire montrer et démontrer aux distributeurs comme aux logisticiens, aux livreurs, enfin les gens qui livrent, etc. Personne nous a acheté l'étude et personne n'a voulu nous voir. Pourtant, ça fait un moment que Xavier Guyon explique que les acheteurs du e-commerce sont pas dans les centres-villes. Et ça, c'est chiffré. Allez, on termine. Tous les ans. 2 minutes. Oui. Alors j'ai appelé ça le commerce face au choc, mais choc du climat, c'est un chiffre intéressant. 20% des professionnels du commerce jugent que la consommation de leurs clients est un acte bien plus militant qu'avant. Oui. Donc là, il se passe vraiment quelque chose. Oui, ça commence. Après tout ce qu'on vient de dire, malgré la bataille des prix, malgré tout ça, etc. Mais ça commence, bien sûr. Ça commence. Mais enfin, 20%, c'est non, mais c'est bien sûr. Vous avez après, c'est toujours pareil. Vous avez la Chine et le reste du monde. L'Occident, c'est un peu différent. L'Amérique latine aussi. Alors parlons de chez nous, parlons de l'Europe, parlons de la France. Non, mais en Europe, c'est là où c'est le plus puissant en fait. C'est là où on sent qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer, qui est extrêmement forte. Y compris dans l'acte de consommer, bien sûr. Et ça, c'est un trend important. Et tu conseillerais aux commerçants d'investir là-dessus. Jusqu'ici, ce qu'on disait, c'est que entre le consommateur et le citoyen, c'est le consommateur qui gagnait. Voilà. Donc la conscience écologique, jusqu'ici, on en parlait, mais on ne voyait pas vraiment dans les faits. Là, ça commence à bouger. Dans quelle proportion on va voir, mais ça commence à bouger. J'ai oublié un truc important ? Non, c'était bien comme ça. Parfait. Vincent Maillet qui nous accompagnait sur Bismart. Merci de votre accueil.